Salut à tous et bienvenue dans Ground and Pound, le podcast où on dit les termes. Ici, pas de langue de bois, pas de copinage. Il n'y a pas de je veux l'avoir en interview donc je dis rien, je parle pas de lui, je dis pas ce que je pense, il est incroyable. Non, t'es nul, on dira que t'es nul. T'es fort, on dira que t'es fort. Qu'on t'aime ou qu'on te déteste, personne n'est à l'abri ici. Mettez-vous à couvert. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très intéressant. On va faire le classement des catégories à l'UFC. On va classer la catégorie du pire à la meilleure. À la fin de ce podcast, vous saurez quelle est la pire catégorie, quelle est la meilleure. Je vous vois venir les grands cérébrales du MMA. Oui, alors là, cette catégorie, tout le monde a un fight IQ incroyable. Si on mélange la technique avec je sais pas trop. Non, non, là on est dans le divertissement. C'est quelle est la meilleure catégorie de l'UFC dans le sens qu'elle est celle qui nous divertit le plus. Parce que c'est ce que l'UFC regarde et c'est pour ça que nous on regarde. Voilà, c'est tout simple. Donc, il y a 8 catégories, je crois, à l'UFC. Donc, on va les classer de la pire à la meilleure. Bon, je vais aller vite. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous mettrai les rankings des KT. La pire catégorie, c'est simple, hein, c'est les heavyweights. Bon, bah, en fait, j'ai même pas envie de débattre. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mettez-le en commentaire. C'est intéressant de comprendre pourquoi vous êtes fous. Parce que là, c'est. Enfin, en fait, la catégorie des heavyweights, c'est juste des mecs qui ont eu la chance de faire 2 mètres et très souvent qui adorent picoler et manger ou manger, ça dépend. Des fois c'est les deux, des fois pas. Du coup, qui sont obèses, ivres et qui s'envoient des marmules pendant 2 minutes 30 avant de plus avoir de cardio. Désolé, mais je peux pas appeler ça une bonne catégorie. Donc c'est clairement la pire. Oui, en précisant que c'est la pire, je voulais dire un truc. Les pauses déjeuner, pardon, les catégories féminines ne sont pas ne sont pas dans le classement. Ça nous intéresse pas. L'UFC a fait une erreur il y a très longtemps avec Ronda Rousey, on va pas refaire l'histoire. Voilà, ils ont fait une erreur, on leur en tient par rigueur, on fait comme s'ils l'avaient pas faite. Donc ça n'existe pas. Euh, Ensuite, c'est un peu plus compliqué parce que pour moi, il y a vraiment euh, 2 KT, je parle vraiment à l'heure actuelle, hein, 2 KT à égalité, euh, pour moi, qui sont les mi-lourds et les lourds légers. Donc la KT d'Alex Pereira et d'Ilia Topuria. Et les lourds légers. Les mi-lourds et, pardon, et les poids légers. Donc les light heavyweight et les lightweight. Je vais dire en anglais, c'est mieux, j'ai plus l'habitude. Mais le site de l'UFC en français chez moi. Bref, donc les mi-lourds, en fait, c'est nul. Je veux dire, on a Alex Pereira qui a un flow de zinzin, qui a un striking de malade, qui est un peu sous-estimé dans sa défense de lutte, je pense. Qui doit avoir une force de rhinocéros. Il doit être très très dur à amener au sol. Il doit être raide, un bâton comme ça. Ils doivent galérer à le mettre au sol, les adversaires. Qui hype la KT un petit peu parce qu'il a le chaman, notre chama, les chamans de la forêt amazonienne sont avec moi. Qui vend du rêve, son histoire personnelle qui est incroyable. Mais en fait, la KT, elle est rincée. C'est un peu comme les heavyweights. Déjà, même le top 5, il est pas ouf. Le top 5, c'est le très boring Ankalaev, Iri, Crazyman, Projaska. On a Hulberg, mais qui c'est qui a envie de voir Hulberg avoir un title shot? Personne. Personne. À part les Néo-Zélandais, personne. Kyle Rountree, voilà. Bon, le mec, c'est le sosie de Booba. J'ai rien de plus à dire. Yann Blakovic, oh là là, boring Blakovic. Le mec, il nous a hypé une demi-minute avec son Polish Power là. Et depuis, ça vaut plus rien quoi. Ça vaut plus rien. C'est Decision Man, c'est le Boring Man, Blakovic. C'est vraiment la Shkumun en personne ce mec. Ensuite, on a Mourzakanov, qui est pas connu là. On commence déjà à rentrer un peu dans les bas-fonds du classement alors qu'on est dans le top 6 quoi. Et Jamahail. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Le mec, il a 2 pouces tatoués sur les pecs. C'est la honte. C'est la honte. Et ce mec a été champion. C'est ça qui est dingue. C'est que là, si je ne m'abuse, dans le top 7, il y a 3 anciens champions. 4 anciens champions. Et quand on voit que ces mecs-là ont été champions, c'est vraiment, bon, la KT, elle est périclite, quoi. Il n'y a pas de 109. Dans le top 7, si je dis pas de bêtises, Pereira, il en a battu 5. C'est vraiment... c'est nul, quoi. Donc on va passer vite. Je vais pas m'éterniser plus que ça. Ça reste quand même pire que les lightweight. Les lightweight qui sont quand même en grande, grande perte de vitesse. Parce que, en fait, pendant très, très longtemps, le top 5 des lightweight, c'était les Avengers. Personne ne rentrait. Genre, dès que t'en avais un qui voulait rentrer, un petit jeune qui était prometteur,
Il se faisait ouvrir en deux par n'importe lequel des membres du top 5 qui étaient disponibles à ce moment-là, dans un easy fight, un combat sens unique. Et là, depuis, je trouve, depuis la retraite de Poirier, ça correspond un peu. Depuis la retraite de Poirier, on a quand même une perte de vitesse. Bah, les mecs commencent à être vieux en fait, hein. Donc on voit un Geiji qui galère contre un Pimblet. Bon, Pimblet, ok, il s'est fait monter par l'UFC, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait un vol quand même. Merci Tonton Dana. Donc c'est pas terrible, terrible. Donc vraiment pour moi, c'est pas une KT ouf quand je compare en termes de divertissement et de combats qu'on peut avoir qui vont être bien à Islam Makhachev, Shimaev, enfin la KT des middleweight, des welterweight, où t'as quand même des mecs déjà qui sont hypants, qui viennent d'arriver avec du 109, qui sont des champions légitimes. Parce que pour moi, Topuria a un vrai problème, c'est qu'il a pas battu, il a jamais battu un champion à son prime. Je veux dire, il a battu Volkanovski après un chaos terrible, en dépression, etc. Il a pris une ceinture vacante en lightweight. Donc, on a un vrai problème dans cette KT-là, déjà de légitimité. Et en fait, à part Saroukian et Topuria, le top 5, c'est un EHPAD. On a que des mecs, sur Saint-Denis compte pas. Saint-Denis, il est déjà en EHPAD, il a 30 balais. Donc, le top 5, quand je parle de top 5, c'est les vrais OG, quoi. C'est les mecs qui ont prouvé. Benoît Saint-Denis n'a pas encore prouvé. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. C'est un EHPAD à part Saroukian et Topuria. Et du coup, ces mecs-là peuvent craquer à n'importe quel moment contre un mec moyen. Et le problème, c'est que derrière, on voit pas de vraie relève. On voit personne, on se dit, ok, lui c'est un tueur à gage. Il y a eu Fiziev pendant longtemps, j'ai cru en Fiziev, mais bon, les blessures l'ont esquinté. J'ai cru en Gamrot aussi, mais pareil, Gamrot, oh là là, son combat contre Hooker, une purge, oh là 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 là. Donc en fait, il y a personne pour prendre la relève. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est déjà en train de se passer un peu avec BSD. On a un top 5 qui est très vieillissant. À un moment, les mecs vont faire le combat de trop. C'est obligé, ils vont vieillir, ils vont perdre en vitesse, plus avoir de menton. Je pense que Justin Gaethje, on n'est pas très loin, on l'a vu contre Pimblet. Ils vont faire le combat de trop. Et du coup, ça va contre des mecs pas très forts. Mais vu que c'est le combat de trop, ils vont prendre leur place. Et petit à petit, on va avoir un top 5 qui va devenir très très moyen. Topuria va garder la belt longtemps, je pense, vu ce qui se profile. À part s'il y a Tsaroukian. Enfin, vraiment, Topuria et Tsaroukian ont de belles années devant eux dans la KT parce qu'il n'y a pas de concurrence, hein. Dans le top 15, je vois personne qui, un jour, même avec des gros progrès, pourrait les inquiéter. Donc voilà, je mets vraiment les lightweight du coup en cette sixième position du coup. Ensuite là on rentre un peu dans le top 5 des KT. Et là c'est beaucoup plus difficile à trancher. J'ai envie de dire que la KT des featherweight, la KT de Volkanovski, pour moi c'est la cinquième quand même. Déjà t'as un champion Volkanovski qui s'est fait mettre KO 2 fois, qui redevient champion sans prendre de revanche. C'est jamais ouf. Papy Volka, il nous a fait le RP Papy une fois, hein. C'était pas pour rien, hein. Et je crois qu'il a 38 balais. Donc en fait, il gagne. On voit bien que dans les 70 kilos, quand tu gagnes à 38 ans, c'est que en face l'adversité est pas folle. Surtout quand quand t'es invaincu. Ok, bon, t'as 38 ans, t'es invaincu ou t'as eu une défaite il y a 10 ans. Ok, c'est que t'es encore dans la course. Mais quand t'as perdu 2 fois, 3 fois, mais bon, 2 fois aussi durement qu'il a perdu, 2 KO terribles. Après, t'es plus crédible à 38 ans. Ça veut dire que tu prends plus que des chèvres en fait. Ce qui est un peu le cas. Je veux dire, il a quand même pris Diego Lopez, qui est ok, il est divertissant, Diego Lopez, il est gentil, il sourit, il a une moustache, une coupe mulet. Mais voilà, on a vu le premier combat, il a fait aucun ajustement sur le deuxième. Lopez, si t'as pas le style qui lui va bien, il a aucune chance. Voilà, donc pas ouf. La KT, on a quand même 2 mecs très boring en Evloev et Leron Murphy. Ok, Murphy vient de faire un KO, etc. contre l'américain, j'ai oublié son nom. Il est même pas dans le top 15, je crois. Non, il est pas dans le top 15 de l'américain là. Picouz là, son blast c'est Picouz, on s'en fiche. Donc les 2 contenders sont boring. Alors Evloev, moi j'ai envie de voir parce que j'aime beaucoup les lutteurs comme ça. Donc Evloev pose des problèmes. Le problème c'est que ce mec là, il est pas fiable. Il est pas fiable pour un sou. Il t'annule un combat sur 2 le mec. Tu lui donnes un shot, tu grosse carte, tu le mets en co-main sur une énorme carte avec pour un shot. Et ben il va te planter le co-main en fait. C'est sûr, t'as une chance sur 2 qui te plante le co-main le mec. Donc voilà, il a un combat contre Leron Murphy, donc ça me hype un peu quand même. On va voir qui est le contender légitime pour Volka. Je pense qu'un Evloev c'est compliqué pour Volka. À niveau de grappling, il est lourd. Et sinon, en fait, on a personne. Je vois personne rentrer. Pareil, être inquiétant. Si, on a un mec qui monte que j'aime bien. C'est Youssef Zalal. Donc voilà. Donc cette KT, elle me hype pas plus que ça.
Il y a un ou deux fights que je veux voir, mais c'est pas un battle royal quoi, où un seul en sortira vainqueur. Donc pour moi, c'est un top 5 mérité. Ensuite, voilà, là on va rentrer dans les KT qui sont durs à différencier quand même. Mais je vais quand même mettre en quatrième la catégorie des bantamweight. Alors, la catégorie des bantamweight, ça commence quand même à être du solide parce que on a Petr Yan, le mangeur d'enfants, le croque-mitaine, qui a repris sa belt après une histoire rocambolesque. Le mec perd sa belt sur une disqualification alors qu'il est en train d'ouvrir Aljaman, DiCaprio Sterling. Il lui a mis un genou au visage, mais de toute beauté. Ce genre de geste devrait être autorisé en MMA. Je le dis, je le pense. Euh, Donc oui, voilà, moi je milite activement pour qu'on réautorise les pénalties, les piétinements, les écrasements de crâne avec les pieds. Voilà, tout ce qui permet de rendre le combat plus spectaculaire. Pas les doigts dans les yeux parce que ça fait un peu lâche, mais c'est juste pour ça, hein, c'est pas pour la sécurité des athlètes. Les coups dans les parties, pareil, je suis pour que ça reste interdit. Mais hormis ça, voilà, remettez-nous les stompes, les pénalties, les écrasements de tête, les coups de tête aussi, je veux qu'on remette. Donc pour moi, Petrayan n'a jamais perdu son titre. Après, il a fait un combat contre Merab, mais je pense qu'il avait la main cassée. Voilà. Là, parce qu'on a vu, refait un combat contre Merab. Il lui a mis une drill, c'était impressionnant. Merab, quel homme. Le nabo le plus costaud du monde. Le physique qui sort. Merab, il trompe pas la cristalline, messieurs, hein. Je vous le dis. Et puis, on a quand même Oumar Nurmagomedov. Dès que tu as Oumar Nurmagomedov dans une KT, ça te met tout de suite beaucoup de hype sur la KT. Donc, j'ai hâte de voir sa revanche contre Merab ou son combat contre Petroyan, ça peut être un très gros fight. Donc ça, c'est excitant. Après, à part ça, bah, t'as un Mario Bautista qui monte, mais qui vient de perdre. Enfin, non, il vient de gagner contre Oliveira. Mais si je dis pas de bêtises, il a perdu contre Omar Nurmagomedov il y a pas très longtemps. Donc, il n'y a pas grand monde non plus. En fait, ça, on a quelques fights vraiment intéressants entre les mecs du top 3. Mais à part ça, donc il y a des revanches. Il y a Merab contre n'importe qui, c'est intéressant parce que le mec va mettre du volume pendant 5 rounds. Tu vas te régaler, il va te faire rigoler dans la cage, il va porter le mec comme un sac de patates. Donc lui, il rend la KT un peu divertissante, mais c'est pas non plus une KT incroyable. Et là, on touche du doigt un vrai problème de l'UFC. Ils ont du mal en ce moment, je trouve, depuis 1 an ou 2 ans. Ils ont beaucoup de mal à dynamiser les events, les KT, etc. C'est vieillissant, ils n'arrivent pas à avoir du sang neuf. Ils ont un vrai sujet sur le recrutement. Je pense qu'il va y avoir des changements là-dessus, ils doivent le savoir, hein, c'est des businessmen les mecs. Donc je pense qu'il va y avoir du changement là-dessus et qu'ils vont réussir à retourner la vapeur, à renverser la vapeur. Et en lâchant des sommes, ils ont essayé de le faire avec un Losen Keita. Je pense qu'ils vont le faire avec un Saladin Parnasse pour ramener de la hype en fait. Hype qui va vite être éteinte à mon avis. Mais pour ramener de la hype, sur signer des Ousmane Nurmagomedov. Voilà, pour ramener un peu de hype. En attendant, la catégorie des Bantam, je trouve que c'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, ensuite il nous reste 3 KT. Là on rentre dans le top 3. Là pour moi on est sur les KT waouh, Avenger. En fait je vais mettre la KT des Flyweight en troisième. Pourquoi? Parce que c'est des nains de jardin en fait. Je trouve que techniquement c'est la meilleure KT. C'est une KT qui est hypante de malade. Tu peux faire n'importe quel combat dans le top 5. Ça va partir dans tous les sens. Et ça j'apprécie beaucoup. Bon, le vrai champion c'est Alexandre Pantoja. Il s'est blessé en tombant par terre. Le coude a craqué, il va avoir une faiblesse ou je sais pas quoi, mais apparemment il est déjà de retour à l'entraînement. Donc pour moi, Joshua Van n'est pas le vrai champion. Tu gagnes pas ta ceinture. Pour moi, au bout d'un moment, pour avoir une ceinture legit, je vous ai dit à la dernière vidéo, il faut couper la tête du roi. Et pour moi, le roi a trébuché sur une peau de banane. Voilà. Donc pour moi, il faut faire une revanche immédiate, le plus vite possible. J'ai vu qu'il s'impatientait un peu là sur les réseaux. Frérot, t'as 21 ans, ta ceinture elle est pas legit. Calme-toi. Laisse les adultes parler et décider pour toi. Donc pour moi, il faut une revanche contre Pentoja. Et après, bon ben, dans le top 5, on a des mecs ultra complets. C'est vraiment une KT, mais techniquement, c'est la KT la plus relevée de l'UFC. Et je vais dire un truc de dingue, c'est la KT la plus divertissante en termes de spectacle. Parce que les mecs sont bons partout. Ils ont du cardio pour 5 rounds parce qu'en fait, c'est des petites machines, hein. Donc ils consomment pas beaucoup de carburant, donc ils ont du cardio pour 5 rounds. Les combats sont indécis, on sait jamais qui va vraiment gagner. Alors là, on commence un peu à savoir parce qu'il y a des mecs qui vieillissent comme Moreno. Mais ça reste quand même des combats engagés. On n'oublie pas quand même que la KT a été sauvée par la quadrilogie Moreno contre Figueiredo. Et ça, c'était quand même l'apogée de cette KT. Et je trouve qu'elle n'a pas perdu beaucoup de sa superbe depuis le départ de Figueiredo. On a toujours des combats intéressants.
On aura peut-être le premier japonais champion de l'UFC dans cette KT. Parce que je crois qu'il y a deux japonais dans le top 15. Oui, c'est ça. Dont un qui est troisième mondial. Voilà, j'attends de voir. Pantoja a quand même lavé la KT. C'est un peu Donc c'est bien que Joshua Van d'un coup soit revenu parce que ça redonne un peu de hype à la KT. Donc voilà, je la mets top 3 parce que c'est très très fort. Ça mériterait d'être plus haut si les mecs faisaient pas 1m60. Ensuite, il nous reste les deux grosses KT à mon avis, dominées par deux hommes barbus très très dangereux, en la personne de Islam Makhachev et Khamzat Chimaev. Très difficile à départager parce qu'on a vraiment deux KT un peu similaires, avec beaucoup de gens qui montent, beaucoup de gens qui peuvent faire leur place. Bon, alors il y a eu pas mal de ménages en welterweight, mais malgré tout, ça reste intéressant. Et en parallèle, dans les catégories des welterweight, alors là par contre, ça monte de partout. T'as tout le monde qui grimpe dans les classements. Les mecs s'affrontent, se réaffrontent, mais ça remonte très vite. Donc très très intéressant. Et en plus, on a deux nouveaux champions donc, qui vont devoir défendre. Et du coup, on a des inconnus. Est-ce que telle personne peut le battre? Est-ce que lui peut le faire? Cocorico, dans une des KT, on a un Français qui est bien positionné. Euh, J'en parlerai du Kana Sourdine. Parce que pour moi, on n'a pas encore toutes les réponses. Mais quand même, top 2. Faut mettre un peu de respect sur son nom. Probablement pour ce prochain challenger au titre. S'il se fait pas carotte, on en parlera. Euh, donc, je vais quand même mettre en deuxième position la catégorie de Khamzat Chimaev. Donc, les poids moyens, les middleweight. Parce que, mine de rien, t'as quand même beaucoup de mecs un peu vieux qui sont sur des défaites ou qui n'auront jamais le title shot. C'est-à-dire, le cinquième, c'est quand même Brendan Allen. Brendan Allen n'aura jamais de shot. Donc, Duplessis, bah, il vient de se faire battre, il s'est fait rouster. Strickland, bon, bah, il est top 3, mais c'est parce qu'il est raciste. Hein. C'est parce qu'on a besoin de draguer un certain public aux États-Unis et il répond à ce public-là. Par contre, j'ai très très hâte de voir Strickland contre Hernandez. Alors là, le combat. J'ai vu, il a posté une photo un montage du combat de la ICE où lui a une tenue de la police de l'immigration américaine et Hernandez il porte un poncho et puis un chapeau mexicain, là j'ai oublié le nom, un sombrero. Donc j'ai hâte de voir ce fight. On va bien se marrer, je pense. J'espère que Hernandez ouvre Strickland en deux et nous débarrasse de cette racaille américaine là. Euh, Voilà, donc pour moi c'est une KT un peu en deçà. Elle est hypante parce qu'on a Shimaev qui est champ, donc on veut voir comment il évolue. J'espère qu'il va combattre souvent. Bon là, n'empêche, ce qu'on se dit quand même, c'est que dans le top 5 et dans les contenders, il y a beaucoup de musulmans. Donc là, le ramadan, il donne un vrai coup de frein à l'UFC. On le voit, l'UFC c'est poussif ces temps-ci. C'est pas dingue, franchement c'est pas dingue. Donc voilà, je suis un peu déçu de l'UFC en ce moment, mais je pense qu'après le ramadan, là, on va voir Shimaev qui va être booké, Makhachev qui va être booké. Il y a Evloev quand même qui combat, je crois, en fin ou en milieu de ramadan, je sais plus trop. Donc il y a Nurmagomedov, pareil, qui vient de combattre, qui va sûrement combattre de nouveau après le ramadan. Euh, donc voilà, ça va se décanter après le ramadan, parce qu'on a quand même 4 contenders qui jeûnent, qui font le ramadan, donc ça a un vrai impact sur l'organisation. Et du coup, ça va se décanter après. Donc j'ai hâte de voir Shimaev ce que ça va donner contre Nassourdine. J'espère qu'ils vont pas carotte Nassourdine. Et j'ai hâte de le voir contre d'autres contenders aussi. Hein. J'ai hâte de voir contre un Hernandez, même contre un Strickland en fait. On a envie de voir Shimaev plus souvent. Et le fait que ce champion nous ouvre cette perspective-là un petit peu. Et donc sans surprise, la meilleure KT de l'UFC, je ne vais pas dire selon moi, non, la meilleure KT de l'UFC, ici on prend des risques, c'est la catégorie des welterweight. Pourquoi? Parce qu'en fait on est giga hypé. Dans le top 5, t'as Yann Machado Gary qui est sur une victoire, t'as Michael Morales qui est sur une victoire. Bon, Belal Mohamed il n'existe pas. T'as Carlos Prates qui est un peu le fou du bus mais qui a un cow power de malade. Bon, Sean Brady, on n'en parle pas. T'as Kamaru Usman. Sean Brady vient de se faire éclater par Michael Morales. Et t'as Kamaru Usman quand même. Kamaru Usman qui a posé des problèmes à Khamzat dans la KT au-dessus. Donc qui peut être très embêtant pour un Islam. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de combats hypants. Et surtout, il y a l'inconnu de est-ce que Islam va pouvoir le faire dans cette KT au-dessus où il y a des physiques. Genre un Michael Morales, c'est un monstre. Donc il y a des gros, gros physiques. Donc est-ce qu'il va pouvoir le faire face à des mecs qui ont plus de physique que lui?
Sachant que bon, JDM, c'était un concours de circonstances qu'il a eu le title shot et qu'ils sont devenus champions contre l'horrible Belal Mohamed. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir ça. Et pour moi, c'est la KT la plus excitante de l'UFC. Parce qu'en fait, il y a des match-ups de dingue qu'on a envie de voir, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un peu. Je trouve que c'était une bonne vidéo pour commencer un peu la chaîne, même s'il y a déjà eu des vidéos, pour montrer un peu ce que je pense un peu des différentes KT et balayer un peu tous les sujets. On reviendra sur plein de sujets en détail, vous inquiétez pas. On n'a pas parlé des heavyweights, des fraudes qui se passent dans le top 5 heavyweight, Almeida qui perd cette fois-ci. On n'a pas parlé du cas Nassourdine, de Shimaev, de son inactivité, de comment va se passer un fight avec Nassourdine. On n'a pas parlé de la carrière de Topuria. On a plein de sujets à aborder. On le fera. Mais voilà, ça a permis de donner une vision globale. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que je creuse. Je réponds, je fais les vidéos que les commentateurs, j'ai envie de dire, que les viewers veulent voir. Donc n'hésitez pas à proposer des choses. Bonne journée ou bonne soirée à tous en fonction de quand vous regardez la vidéo. C'était Ground and Pound.